Deuxième partie de cette édition spéciale Tempête. Samy Boucefa nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géologue à Belleville-sur-Vie. On va converser avec vous dans un instant. Vous parliez, docteur Bescon, il y a quelques minutes des permanences dans les mairies. Je voudrais justement les citer. Des permanences qui sont ouvertes chaque jour de 9h à 18h en mairie de l'Aiguillon, de La Faute et de Chaillé-les-Marais, ainsi que Sainte-Radegonde-des-Noyers. Et puis enfin au centre médico-social de Luçon, donc de 9h à 18h. Tous les sinistrés n'ont évidemment pas encore reçu la visite des experts des assurances, une situation évidemment compréhensible compte tenu du nombre d'habitations qu'il y a à visiter. Anthony Jamin a demandé ce matin à plusieurs habitants où ils en étaient dans leurs différentes démarches. Écoutez. La procédure qui m'a été indiquée, c'est de prendre un maximum de photos qui montrent les objets. Et là, actuellement, donc on est en train de débarrasser la maison, sachant que j'en ai deux à débarrasser, celle de ma mère qui a péri dans la catastrophe et la mienne. Un expert est venu vendredi, a constaté les dégâts et nous a rassurés. Donc on est plutôt serein pour l'instant. L'expert est passé ce matin. Donc c'est pour ça que maintenant on commence à mettre sur le trottoir et donc c'est pareil, l'expert on lui avait préparé tout, une liste avec des photos et donc ça s'est très bien passé. Et, non, bien entouré et on a été très satisfaits. C'est rassurant d'avoir une assurance qui nous suit bien. Une fois l'expert passé, on sait où on va parce qu'il fait disons une estimation globale. Et puis ensuite, donc, l'assureur est venu, on a discuté du prix de remboursement, de ceci, de cela. On dit c'est un tarif global. Donc jusqu'ici, on est assez satisfait. Au passage, j'espère, oui, j'en attends beaucoup. Enfin, c'est un peu l'inquiétude de tout le monde, savoir comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va être pris en compte, qu'est-ce qui risque de ne pas l'être. J'ai eu quelques difficultés pour contacter l'expert, parce qu'on ne pouvait rien toucher sans avoir l'aval de l'expert. Et c'était très difficile à pouvoir contacter l'expert. L'assurance a dit que l'expert ne passera que samedi matin. Donc ça fera 15 jours presque après le sinistre. J'ai des problèmes sur les devis de plomberie, électricité, peinture, mais ça, ils sont débordés les artisans. Il n'y a que ça. Mais après bon, l'expert en tiendra compte, je suppose. Ils font ce qu'ils peuvent aussi. Il y a tant de sinistrés que ils ne peuvent pas prendre tout le monde le même jour. En ce moment des expertises, c'est une angoisse qui se rajoute à d'autres angoisses. C'est assez difficile finalement. C'est difficile. Ouais. Je pense qu'on on verra. Mais je pense que quelques maisons sont sinistrées quand même, peut-être à détruire. Il y en a quelques-unes, visiblement. On y reviendra d'ailleurs sur les habitations dans un instant et puis les conséquences pour ces gens. Alors, à l'Aiguillon et à La Faute, les visites des experts des assurances continuent. Vous l'avez entendu, Anthony Jamin a rencontré lui ce matin l'un d'entre eux. Il nous explique à quoi il est attentif lors de ces visites et prodigue également quelques conseils aux sinistrés. Les gros points, c'est déjà la structure extérieure de la maison. Voir si elle a subi des gros dommages immobiliers. Sinon, on rentre dans la maison, puis on regarde tout ce qui est à l'intérieur. Donc on évalue les dommages immobiliers et mobiliers, le contenu dans les maisons. On est missionné par les assurances, mais on n'est ni d'un côté ni de l'autre. Il faut être impartial. En tant qu'expert, il faut être impartial. Donc on chiffre d'une façon très juste. Pour eux, ils ont la maison perdue. Ils savent très bien que, bien sûr, ils vont y perdre des plumes. Parce que nous on est là pour chiffrer, mais après... on fait on établit un rapport d'expertise à l'assurance, à la compagnie, et c'est pas nous qui indemnisons, c'est la compagnie. Nous, on leur dit, par exemple pour des factures, c'est pas une obligation d'avoir des factures. Simplement, on sait très bien que dans un sinistre comme ça, les factures, soit elles ont disparu, soit vous ne les avez pas. Et c'est pour ça qu'on leur demande, qu'ils nous valorisent les biens mobiliers, pour qu'ensuite on puisse faire un chiffrage. La première semaine, oui, j'étais vraiment surpris de voir l'ampleur des dégâts dans les maisons, tous ces meubles en l'air, le frigo qui était sur un élément de cuisine, le canapé qui était dans la salle de séjour, on l'a retrouvé dans le jardin. À la fin de la journée, on est complètement lessivé. Déjà, on a pas mal d'expertise, on court à droite et à gauche, et surtout d'entendre les faits des assurés, surtout quand il y a eu des victimes. Là, puis ça nous touche vraiment, parce que on est des humains quand même. Hein. Donc le soir, on est un petit peu, HS.
Certains habitants vont donc devoir quitter leur logement. On l'a vu il y a 2 jours dans un reportage, puisque les expertises sécurité sont en cours et on demande aux gens de ne pas y retourner. C'est quelque chose de très central dans une vie, une habitation. C'est très traumatisant de la quitter. Oui, surtout avec ces affaires et quand ces affaires ont été perdues avant, comme les photos, les papiers. Ouais. Donc on se retrouve déjà sans identité, sans son histoire, notamment les photos qui sont un élément important. Et là, se retrouver sans ses racines, sans sa maison, c'est difficile. Alors, il y a 2 types de sinistrés. Il y a les sinistrés qui habitaient sur place ou qui habitaient 6 mois, 8 mois dans l'année. Et puis il y a les sinistrés qui venaient à moi, qui habitaient en dehors du département, qui n'étaient pas forcément présents au moment des faits. C'est un petit peu différent à ce moment-là, mais les sinistrés qui habitent à longueur d'année à la Faute, à l'Aiguillon. Vous avez senti chez ces gens-là que la perte matérielle était très traumatisante. Surtout chez des sinistrés. Oui, âgés ou pas, plus ou moins âgés, mais des gens en retraite par exemple, qui sont venus à la retraite, qui sont là depuis 5-6 ans, qui des fois c'est leur seul bien, ils avaient tout vendu auparavant pour venir sur la côte vendéenne. Plus les Vendéens de souche pour lesquels il y a une attache historique. Alors certains vont faire aussi le choix d'eux-mêmes de quitter un lieu où ils ne veulent plus vivre. Ça peut être conseillé dans certains cas. Oui, parce qu'il est fort à craindre que revenir et de vivre dans un environnement qui rappelle le traumatisme, chez certaines personnes, peut faire que le réactiver de nouveau à chaque fois. Donc c'est vrai que certains vont faire ce choix-là, qui n'est pas forcément un mauvais choix. Ouais. Que vous pouvez être amené à leur conseiller à un certain moment, ça dépasse mes compétences. Et puis je pense qu'on reste dans un cadre médical de soins. On peut leur dire qu'il faut prévenir de l'avenir en évitant de se retrouver dans un traumatisme qui se répète. Samy Boucefa, donc je le disais, vous êtes géologue à Belleville-sur-Vie, donc les maisons effectivement sont dans des états, alors apparemment en bon état, mais les fissures laissent présager effectivement de futures difficultés. D'abord, on va essayer d'analyser avec vous quel est le type de sol qui se trouve là-bas, parce que ça doit conditionner un petit peu tout ce qui se passe en dessous aussi, et les conséquences aussi de ces inondations. Est-ce que c'est un sol d'abord très particulier dans cette région-là ? Donc oui, le marais de Poitevin, c'est un sol particulier, donc c'est un sol qu'on appelle le brie. Ce sont en fait des alluvions argileuses qui sont particulièrement sensibles aux variations de teneur en eau. Donc bon, c'est vrai que donc on est en environnement de marais, on sait que ces argiles sont sensibles. Donc quand on a eu la chance pour un ouvrage d'avoir fait une étude de sol à l'amont, normalement le système de fondation a été fait en conséquence. Donc ces ouvrages-là normalement sont à l'abri, on va dire. Par contre, c'est vrai qu'il y a surtout les maisons d'habitation où les études de sol sont pas encore systématiques. Ouais. Où là, on a des systèmes de fondation qui sont classiques et qui sont du même type que la maison lambda qu'on peut trouver dans le bocage vendéen. Donc on fait des fondations comme on les fait ailleurs. Voilà, donc c'est-à-dire très superficielles, à 50 cm de profondeur. Ouais. Et donc là, avec la montée du niveau marin que l'on a eu, donc ça a accentué ce phénomène d'humectation de l'argile. Et donc, il est à craindre que cet été, avec les conditions d'assèchement... Qu'est-ce qui va se passer en fait physiquement ? En fait, voilà, c'est des argiles sensibles aux variations de teneur en eau. C'est-à-dire que, habituellement, en hiver, sous l'effet des précipitations, c'est un sol qui va gonfler. Donc, qui va avoir tendance à soulever la maison. Et par contre, l'été, à l'inverse, c'est un sol qui va s'assécher. Donc avec retrait et création d'un vide sous la fondation. Donc la maison va redescendre. Donc elle fait le yo-yo et au fur et à mesure du temps, elle fissure. Donc là, en fait, on a aggravé avec la montée de la mer ce phénomène. Donc cet été, on risquerait effectivement d'avoir quelques maisons qui fissurent. Sachant que dans cet environnement déjà, chaque année, on fait des expertises géotechniques pour des problèmes du même type. Mais on va avoir un aggravement du phénomène. Toutes les maisons sont en danger finalement, parce que si elles sont toutes construites de la même manière sur un sol qui est le même. Si on a des fondations superficielles, le danger existe en permanence. Ouais. Et donc des gens qui peuvent réintégrer aujourd'hui leur logement peuvent ne pas pouvoir le faire dans quelques mois. Voilà. On peut leur dire. C'est pas, je dirais. Faut pas dire aux gens dans 6 mois faites venir un expert. Ce phénomène donc de retrait de gonflement de sol avec le phénomène de yo-yo des habitations ou des bâtiments,
normalement, ça n'engendre pas la destruction de la. Ça va se témoigner par des fissures plus ou moins importantes. Donc, et aujourd'hui, les techniciens de la PAV, donc cette boîte privée qui viennent pour faire ces expertises, peuvent voir aujourd'hui les conséquences dans plusieurs mois et prendre une décision définitive sur une maison. Il faut, je pense, c'est des choses qui vont apparaître cet été. Quoi. Ouais, cet été, donc il y a un autre phénomène aussi, donc là c'est l'eau de mer donc qui est montée dans ces marais. Donc le sel a chargé ces argiles et ça a tendance à déstructurer le sol, à le liquéfier. Donc peut-être que on a eu des tassements assez importants sur des constructions. Donc ça s'est fait directement. Reviennent l'été en fait. Ça veut dire qu'il faut qu'ils reviennent cet été pour voir en fonction de la chaleur les conséquences. Voilà. C'est presque ça. Bien. Et on va dire c'est par rapport au sol. Après donc il y a le niveau de la mer qui est monté parfois à 1,50 m, 2 mètres dans certains bâtiments. Donc là je dirais c'est des conséquences sur la structure en elle-même, donc avec des pressions pour lesquelles le bâtiment n'était pas dimensionné. Et donc là on a des structures qui sont fragilisées. Et en plus donc l'eau de mer qui contient des sulfates, des chlorures. Tout ça, c'est des éléments que le béton et les armatures métalliques des ouvrages n'aiment pas du tout. Donc il pourrait y avoir ça pourrait se montrer à plus ou moins long terme, avec des éclatements du béton, corrosion des armatures. Je voudrais qu'on dise un mot aussi des terres agricoles. Bruno Le Maire, lorsqu'il est venu, le ministre de l'Agriculture, a annoncé que 12 000 hectares dans le département étaient désormais impropres à la culture. L'autre jour, Joël Limousin, le président de la FDSEA, était là. On lui demandait mais quand est-ce que ces terres vont redevenir cultivables? Il faut combien de temps quand l'eau de mer est passée sur des terres comme celle-là? Et donc c'est vrai que là... C'est difficile à estimer. Oui, il y a déjà eu ce type de phénomène pas aussi grave, mais des inondations dans le marais de terres agricoles. Et donc, ça, c'est des témoignages, c'est un retour d'expérience. Ça peut aller jusqu'à 5, 6, voire 9, 10 ans. Mais donc, là, ça dépend de la culture qu'on veut y mettre, en fait, aussi. Il y a des cultures qui sont plus ou moins résistantes à la teneur en sel du sol. Après, donc, il y a des choses que l'on peut faire pour améliorer la structure du sol, pour éliminer le sel dans le sol. Donc, c'est les phénomènes de gypsage. C'est-à-dire hors de prix, apparemment, non ? Oui, voilà, c'est des techniques assez chères. En fait, le but, c'est d'apporter du calcium au sol, qui va améliorer sa structure, et d'évacuer le sodium. Donc, après, donc, on a souvent critiqué le drainage dans ces terres de marais. Là, le drainage pourrait avoir un bon impact, parce que donc on va éliminer le sel beaucoup plus vite que sur des terres non drainées, où là, par contre, on pourrait atteindre plusieurs années de stérilité entre guillemets de ces terres. Justement, on parle du logement. Le secrétariat au logement a mis en ligne un guide gratuit pour aider les personnes sinistrées à mener à bien la remise en état de leur logement quand c'est évidemment possible. L'ouvrage détaille point par point, je ne sais pas si on va voir la couverture de ce document, les précautions à prendre. La brochure énumère aussi tous les conseils pratiques en matière de santé, de sécurité, de prévention et d'amélioration. Des guides qui sont donc disponibles sur le site internet dont vous voyez l'adresse s'afficher maintenant, et puis également à la préfecture du département. D'autres informations, le secrétaire d'État au logement et à l'urbanisme, qui était en déplacement en Charente-Maritime hier, s'est engagé sur la prise en charge pendant 6 mois du relogement des personnes qui n'auraient pas un contrat d'assurance qui leur rembourse ces frais et dont la mutuelle refuse également de le faire. 150 maisons qui sont concernées par des reconstructions complètes. Pour ces maisons, que ce soit en Vendée ou en Charente-Maritime, l'État accordera un prêt à taux zéro qui est habituellement réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources. Et puis d'ici 15 jours, soit avant la fin du mois de mars, un micro-zonage sera réalisé pour définir quels sont les lieux qui devront être interdits à l'habitation. L'État prévoit d'ailleurs de racheter les maisons concernées qui n'ont pas été détruites par la tempête au prix du marché avec la catastrophe. Le secrétaire d'État d'ailleurs avertit les particuliers qu'en aucun cas, je cite, ils ne doivent revendre leurs biens à des professionnels à un prix réduit en pensant qu'il ne vaut plus rien. Évidemment, il y a toujours des gens pour en profiter dans ces moments-là. On marque une pause et puis on se retrouve avec nos invités dans un instant. Et Aïda, nous verrons comment les gens envisagent aussi l'avenir sur place. À tout de suite.